Mes chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons pour cette 16e conférence. Et là, nous allons entrer dans ce qui est vraiment la nature très intime de l'univers et qui explique en grande partie comment de si belles choses, si complexes, se fabriquent en permanence autour de nous, à partir finalement de presque rien, c'est-à-dire d'une poignée de particules. Pour cette conférence, j'ai choisi le nom de combinatoire. Qu'est-ce que c'est qu'une combinatoire ? C'est ce qui arrive lorsque des éléments se combinent entre eux. C'est donc la combinaison, les arrangements entre ces éléments qui forment une combinatoire. Eh bien, c'est toute la complexité du monde qui provient de cette combinatoire entre des éléments très simples. Je vais commencer par une question tout à fait basique, absolument élémentaire, et c'est Einstein qui l'a soulevé de façon très claire par cette phrase. Il avait toujours des phrases un petit peu humoristiques, qui est: le plus incompréhensible dans l'univers, c'est qu'il soit compréhensible. Effectivement, quand on réfléchit à ce que peut être un univers dans l'absolu, il y a beaucoup plus de chances qu'il soit totalement chaotique et que on ne puisse pas discerner des formes simples, claires, répétitives, on ne puisse pas trouver des lois de la physique. Donc un univers ainsi fait, chaotique, a beaucoup plus de chances d'exister qu'un univers comme le nôtre, qui certes est complexe, mais qui se laisse décoder. Grâce à la physique, la biologie, etc., on arrive à le décoder. Je ne dis pas qu'on décode tout, mais on progresse très vite et on s'aperçoit que finalement, le monde, heureusement, est compréhensible. Je vais répondre en quelque sorte à cette question en disant que la complexité du monde, elle vient de la simplicité de ses ingrédients. C'est la simplicité des ingrédients de départ qui permet au monde de développer des choses complexes. Alors en fait, on va voir pourquoi. C'est parce que tout ce qui existe autour de nous est en fait un jeu qui se forme à partir d'éléments très simples, des particules, des atomes, des molécules, etc. Éléments très simples qui s'assemblent à l'infini. Et là, je vais vous lâcher le mot important qui permet vraiment de comprendre tout cela, un Lego. Ou plus exactement, nous le verrons, 4 Legos qui s'emboîtent. Mais ce sont des Legos, c'est-à-dire qu'il y a des briques et tout se fabrique à partir de ces briques. Nous allons voir que l'univers ne fait que combiner à l'infini ces briques, une combinatoire infinie, et nous verrons que finalement c'est un peu l'analogue de la littérature. Les briques de départ, ce sont les lettres, les mots, les phrases, et puis lorsqu'on sait faire des phrases, eh bien là on peut développer une littérature absolument infinie. C'est la même chose dans l'univers. Nous verrons d'ailleurs que cette analogie est très significative. Il y a beaucoup de ressemblances entre l'univers d'une part, la littérature de l'autre. Alors aujourd'hui, eh bien sur Terre, la Terre étant une planète extrêmement spécifique, plus on en découvre, plus on se rend compte à quel point la Terre est spécifique et finalement favorable à cette combinatoire. Eh bien, nous savons qu'aujourd'hui, sur Terre, la vie et en plus l'homme sont les points culminants de cette combinatoire du cosmos. Ça ne se produit pas partout, mais plus un endroit est fertile, plus il est, je dirais, adapté, plus cette combinatoire peut aller loin. Pourquoi donc le monde est intelligible? Je dis que ça revient à cette question de l'ego, parce qu'il est fait de l'ego. Mais je vais préciser un petit peu plus ce qu'on appelle intelligible. Et vous allez voir que ça recèle des questions très très fondamentales. Il y a 3 caractéristiques de notre univers qui le rendent intelligible, qui font qu'on sait de quoi on parle, on peut mesurer les choses, on peut observer, on voit une répétition dans les choses, etc., etc. Ces 3 caractéristiques sont les suivantes. La première, c'est la séparabilité. Nous avons en face de nous des objets qui sont bien définis et séparables. J'ai devant moi un micro, j'ai un ordinateur, une caméra, j'ai mon téléphone, etc.
tout se sépare. Ce sont des objets bien définis, qui ont une certaine constance, hein, qui sont distincts et non une soupe indifférenciée. Finalement, si on veut imaginer un univers où il n'y a pas cette séparabilité, il suffit de penser à la soupe qui est née du Big Bang, le plasma original qui est ce qui est issu du Big Bang, c'est-à-dire une soupe de particules. Eh bien là, dans une soupe de particules, vous ne pouvez pas distinguer des objets et les séparer. En fait, plus généralement, la séparabilité, elle est vraie à notre échelle, mais elle est fausse à petite échelle, c'est-à-dire que si on se place dans la mécanique quantique, c'est-à-dire l'explication du très petit, de ce qui est très petit, du monde sous-jacent, si on se place en mécanique quantique, il n'y a pas séparabilité. Des objets qui pourraient être distincts, en fait, sont combinés en quelque chose d'unique. C'est ce qu'on appelle l'intrication quantique. L'intrication quantique, c'était une théorie au moment de la dernière guerre, par exemple en 1935, quand Einstein a commencé à s'inquiéter de cet aspect très bizarre de la mécanique quantique, qu'il avait tendance à refuser. Eh bien, depuis cette époque, on a beaucoup travaillé sur la question et on a découvert que deux particules qui se touchent et qui repartent, eh bien, lorsqu'elles ont interagi, elles ne sont plus séparables. C'est-à-dire qu'on parle de deux particules, mais dans les faits, il n'y a pas deux particules. Il y a un tout qui est formé par ces deux particules. C'est ce qu'on appelle l'intrication. Eh bien, l'intrication a été utilisée par Alain Aspect, prix Nobel français, pour justement montrer la nature même de la mécanique quantique et le fait que des états pouvaient être intriqués, c'est-à-dire que deux particules pouvaient former qu'un seul objet, et pourtant se séparer très très loin. On peut imaginer ces deux particules, on peut imaginer que l'une part dans la direction d'une étoile et qu'une autre part dans la direction d'une autre étoile, elles sont dans l'espace et elles continuent à former un tout. Alors là, vous me direz, je suis en train de raconter des bobards peut-être, hein, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien non, ça a même été utilisé par les Chinois qui sont très avancés en la matière pour faire des systèmes de télécommunication inviolables. Alors l'idée, c'est d'envoyer deux particules intriquées dont l'une va partir vers un satellite et revenir sur une antenne. Et comme cette particule est intriquée avec une autre, on ne peut pas intercepter ce message, parce que si on intercepte ce message, bon, ça serait difficile à expliquer, mais on rompt l'intrication et à ce moment-là, on s'en rend compte. Donc, on se dit, oh là, il y a un espion qui est en train de chercher à décoder notre message. Alors, voyez-vous, on fabrique aujourd'hui des systèmes, ils sont encore à l'état expérimental, où on peut intriquer deux particules. Ensuite, ces deux particules se séparent, mais il n'y a pas vraiment séparabilité, elles sont toujours un seul tout. C'est ce qu'on appelle l'intrication, et on peut réaliser des systèmes de communication à distance jusqu'à un satellite et retour sur Terre, basés sur ce principe. Les états intriqués, c'est ce sur quoi travaillent les physiciens qui font de l'informatique quantique. L'ordinateur quantique repose sur les états intriqués. Voilà, donc c'est une vérité, mais je dis bien, dans le monde quantique, il n'y a pas séparabilité forcément. La séparabilité n'est pas garantie. Voilà. Heureusement, dans notre monde quotidien, elle l'est. Je reviens à notre monde quotidien pour donner sa deuxième caractéristique, la localité. Dans le monde, autour de vous, vous pouvez localiser tout. Vous pouvez dire, ma paire de lunettes est posée sur la table. Mon micro est à 15 cm de ma bouche, etc. Tout est localisé dans l'espace et ces distances peuvent être mesurées. Eh bien, ça paraît tout à fait évident. Mais si je reviens au monde quantique, c'est faux. Dans le monde quantique, c'est faux. C'est faux pourquoi? Parce que une particule, et c'est Einstein qui a montré cela avec le photon, une particule, c'est à la fois un corpuscule, quelque chose de concret dont on peut mesurer la position, mais c'est en même temps une onde. Un photon, c'est à la fois une particule et une onde,
Et en fait, tout dépend de la façon dont vous l'observez. Dans certaines expériences, il se manifeste comme un corpuscule. Dans d'autres expériences, il se manifeste comme une onde. Or, je reviens à la localité. Autant un corpuscule se localise, on peut par exemple sur un écran voir un impact, voilà, donc on sait que le photon était là à un certain moment, mais les objets sont aussi des ondes, et une onde, elle n'est pas localisable. Quand je parle, le son de ma voix va vers le micro, mais il va aussi dans toute la pièce. Et si la fenêtre est ouverte, le son de ma voix sort à l'extérieur. Donc, une onde n'est pas localisable. Elle est répartie partout dans l'espace. Même si elle peut s'atténuer à distance, mais elle va fondamentalement dans l'espace. J'ai une image pour ça qui montre la dualité onde-corpuscule que Einstein a découverte. C'est la suivante: je suis poursuivi par un bandit qui me tire dessus. Heureusement, au moment où il tire, je me suis caché derrière le coin d'une maison. Donc, la balle du bandit ne peut pas m'atteindre. Par contre, le bruit du coup de feu, je l'entends. Voilà, donc la balle ne m'atteint pas, le son m'atteint. Et pourquoi? C'est parce que la balle est un corpuscule, alors que le son est une onde. C'est donc Einstein qui avait le premier dit que les photons étaient à la fois des corpuscules et des ondes, la dualité. Et c'est ce fait qui fait qu'en mécanique quantique, il n'y a pas localité. En mécanique quantique, un objet peut se trouver à plusieurs endroits différents et ne pas être localisable. Eh bien, c'est tout à fait étonnant, mais ce fait de la non-localité de la mécanique quantique, alors même que Einstein l'avait trouvé, il est celui qui a refusé cela. Il refusait cette notion et il disait: on ne peut pas imaginer que les corps soient non localisables dans l'espace. Il refusait totalement cette idée, il l'a refusée jusqu'à sa mort, mais Alain Aspect, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a eu le prix Nobel pour cela, a réalisé dans les années 80 une expérience tout à fait cruciale qui a montré que Einstein avait tort. Et en fait, on sait aujourd'hui que pratiquement toutes les théories et les variantes que l'on peut faire dans la mécanique quantique ont cette caractéristique commune, la non-localité. Voilà, alors je reviens maintenant à notre univers de tous les jours. Je disais qu'il y a séparabilité des objets. Je disais qu'il y a localité, c'est-à-dire qu'une fois bien séparés, les objets se localisent dans l'espace. Eh bien, la troisième caractéristique, elle tombe de soi, c'est la même chose dans le temps. Les objets et les événements peuvent s'ordonner dans le temps. Cette conférence a un début, elle aura une fin, et je suis actuellement à la xème minute. On peut définir un temps dans notre univers. Je reviens à la mécanique quantique. Ce n'est pas vrai en mécanique quantique aussi. Car en mécanique quantique, il n'y a pas de flèche du temps. Les équations de la mécanique quantique sont indépendantes du temps, c'est-à-dire que le temps peut s'écouler dans les deux sens, indifféremment. C'est pour ça que, par exemple, en mécanique quantique, une particule qui avance dans le temps, c'est la même chose qu'une antiparticule qui recule dans le temps, vous voyez? Donc c'est totalement contre-intuitif pour nous, et je ne vais pas passer tout le temps à vous expliquer la mécanique quantique parce qu'il faudrait beaucoup plus de temps que cette conférence. Mais je conclus en disant que, à mon sens, si l'univers autour de nous, le nôtre, celui qui est à notre échelle, est compréhensible et intelligible, c'est parce qu'il a ces trois caractéristiques: la séparabilité des objets, la localité dans l'espace et la temporalité, la localisation dans le temps. Et je dis bien, ces trois caractéristiques, elles ne découlent pas de source, puisqu'elles ne sont pas vraies, aucune des trois n'est vraie en mécanique quantique. Alors en fait, que se passe-t-il? Parce que d'un certain côté, je vous dis, si on descend à très petite échelle, eh bien, l'univers n'est pas intelligible au sens que je viens de dire. C'est pour ça que la mécanique quantique est très contre-intuitive. Et en même temps, je vous dis, dans notre univers, le monde est intelligible. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Ce qui se passe entre les deux, c'est simplement que les caractéristiques dont je vous ai parlé en mécanique quantique, elles sont vraies pour une particule isolée. Elles sont vraies pour deux, trois peut-être,
4, et là on commence à avoir des problèmes, c'est-à-dire que si on ajoute plus de particules, on fabrique quelque chose de macroscopique, et les caractéristiques de la mécanique quantique disparaissent. Autrement dit, elles sont vraies pour quelques particules, mais dès qu'on arrive à un certain nombre, eh bien, il se crée entre les particules des liens et elles perdent leurs caractéristiques. Alors, les caractéristiques quantiques, on les appelle des caractéristiques de cohérence. Vous savez, quand je vous disais deux particules peuvent s'éloigner mais ne constituer qu'un seul objet, c'est une cohérence, vous voyez, entre elles. Eh bien, on dit que quand on monte du microscopique vers le macroscopique, cette cohérence se perd, les particules s'individualisent et on appelle ça la décohérence. La décohérence, c'est quelque chose qui n'est pas philosophique, c'est mathématique. On a une théorie de la décohérence qui explique parfaitement cela. Et la décohérence, c'est l'ennemi des physiciens qui travaillent sur les ordinateurs quantiques. C'est leur ennemi, parce que dès qu'ils veulent multiplier les particules pour faire des calculs, ils se heurtent à ce phénomène de décohérence. Et il faut qu'ils imaginent des systèmes extrêmement sophistiqués pour isoler les particules dans le vide, pour isoler les particules de la chaleur, de la lumière du laboratoire, et pour les isoler entre elles. S'il n'y a pas toutes ces précautions prises pour les isoler, eh bien elles perdent leur capacité, elles décohèrent et elles s'individualisent. Et quand elles s'individualisent, alors là, on comprend ce qui se passe puisqu'on entre dans le monde qui nous est coutumier. Dans notre monde, il y a séparabilité, localité, temporalité, parce que les particules s'individualisent, elles perdent ces propriétés bizarres. Alors maintenant, je vous ai parlé de particules, mais il y a plusieurs Legos, en fait, qui constituent l'univers. Il y en a 4. Le premier Lego, j'en ai parlé, les particules, quarks, électrons, photons, etc. Dans ce Lego, nous verrons qu'il y a 12 particules élémentaires qui sont la base du Lego. Bon, en fait, il y en a plus. Dans le modèle standard, il y en a une soixantaine, hein, un peu plus de 60, mais moi, je vous parle des particules qui sont vraiment autour de vous. Si vous aviez un super microscope extrêmement puissant et que vous regardiez quoi que ce soit qui est devant vous, eh bien, si vous pouviez descendre à l'échelle des particules, vous ne trouveriez que 12 particules. Des quarks, des électrons, des photons, des neutrinos, voilà, des gluons, etc. Tout ça, ça fait un Lego de 12 pièces. Ce Lego, ensuite, s'assemble dans un Lego plus gros, qui est le Lego des atomes. Et là, il y a 92 pièces. Nous verrons comment cette hiérarchie se fabrique. Ça ne s'arrête pas là. Une fois que les atomes sont fabriqués, vous savez où ils se fabriquent, hein, c'est dans les étoiles. Une fois que ces atomes sont fabriqués, eh bien, ils ont tendance à se coller entre eux et ils forment des molécules. Une molécule, c'est un petit groupe d'atomes. Il y a aussi des grands groupes d'atomes que nous allons voir après. Et ces molécules, on les appelle les molécules minérales. Dans le cosmos, on en observe de loin à peu près 200, mais sur Terre, et je vous disais que la Terre est un lieu extrêmement privilégié, sur Terre, alors là, on en compte à peu près 2000 avant l'apparition de la vie. Après l'apparition de la vie, alors là, c'est plus de 1000, c'est quasiment une infinité. Nous verrons cela, ce sont des molécules, les molécules du vivant, les lipides, les protéines, l'ARN, l'ADN, ces molécules du vivant, eh bien, elles s'assemblent en chaîne, et à partir du moment où elles s'assemblent en chaîne, alors là, on atteint une variété quasiment infinie. Eh bien, voilà les 4 Legos qui constituent tout ce que nous voyons et connaissons. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure d'une similitude avec le langage. Effectivement, vous allez voir que la similitude est très grande. Le langage lui-même est fabriqué aussi de 4 Legos. Le langage écrit, hein, j'entends. Ces 4 Legos, c'est ce qu'un enfant apprend à l'école. Le premier Lego, très simple, ce sont les traits qui composent les lettres. Par exemple, le A, c'est un trait oblique dans un sens, un trait oblique dans l'autre et une barre au milieu. Eh bien, trait oblique, barre, cercle à gauche, cercle à droite, point. Ce sont les quelques traits qui composent les lettres.
Avec une dizaine de traits, on peut fabriquer toutes les lettres. Et là, vous voyez la similitude avec les particules. Je vous disais, avec une douzaine de particules, on peut tout faire. Que font ces traits? Ils fabriquent les lettres. Eh bien là, combien y a-t-il de lettres? J'ai compté sur mon clavier d'ordinateur, si je prends toutes les lettres, tous les signes de ponctuation, tous les chiffres, et j'ajoute en plus les majuscules, eh bien là, je compte sur mon clavier d'ordinateur 70 signes. Eh bien, je compare ceci aux éléments chimiques, qui étaient le second Lego dans l'univers, 92 éléments. 92 dans un cas, 70 de l'autre. Vous voyez que c'est très proche. Je continue. Avec maintenant mon clavier d'ordinateur, je vais faire des mots. Eh bien, des mots, curieusement, je vous disais que sur Terre, il y a 2000 molécules minérales. Eh bien, des mots, curieusement, 2000 mots, c'est à peu près ce que a appris un bachelier. Je dirais peut-être avait appris un bachelier, parce que je ne suis pas sûr qu'un bachelier d'aujourd'hui apprenne 2000 mots. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, il y a les écrans, il y a le langage qu'on tape à toute allure à deux doigts sur les SMS, etc., etc. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait aujourd'hui 2000 mots dans le vocabulaire d'un bachelier, mais bon, c'est de cet ordre-là. Mais les gens qui sont très instruits vont très au-delà des 2000. Enfin, on est toujours dans 2000 comme les molécules minérales. Et finalement, que fait-on avec ces mots? On fait des textes. Et là, vous vous doutez bien que les textes que vous pouvez fabriquer, ils sont virtuellement infinis. Eh bien, c'est la même chose dans l'univers. Sur Terre, et là je suis obligé de dire sur Terre parce qu'on n'a pas observé un seul endroit de l'univers où ceci se soit produit, sur Terre, avec la vie, apparaissent les molécules qu'on appelle polymères, c'est-à-dire des chaînes, les protéines, l'ARN, etc. Et là, les chaînes, eh bien, c'est pareil, c'est un langage infini. Donc, vous voyez, c'est très proche. Et pourquoi, me direz-vous? Je pense que c'est simplement parce que c'est ce qui marche, quoi. C'est une combinatoire qui marche. Et on l'observe dans le langage écrit, on l'observe dans l'univers. Je ne saurais pas vous dire plus avant pourquoi. Dans le dernier stade que je présentais avant, je vous disais, avec les textes, on arrive à une combinatoire infinie. C'est ce qu'on appelle l'explosion combinatoire. L'explosion combinatoire dans l'univers, elle fait que nous avons la vie qui est apparue et que nous pouvons imaginer une infinité de sortes d'êtres vivants. Il y a des millions d'espèces et ça continuera probablement et on peut imaginer l'infini. Dans le domaine des textes, eh bien c'est pareil, c'est la culture. Vous avez toute l'œuvre de Shakespeare et vous pouvez considérer toute la culture, l'encyclopédie de Diderot. Et je vous donne un autre exemple, l'Encyclopædia Britannica. C'est peut-être l'équivalent aujourd'hui de Wikipédia, hein. C'est plutôt Wikipédia qui a pris la suite. Mais l'Encyclopædia Britannica, c'est une douzaine d'in-quarto écrits en petites lettres qui représentent une somme d'informations déjà considérable. Eh bien, si je continue l'analogie avec le vivant, l'information qui se trouve dans l'Encyclopædia Britannica, c'est la même que celle qui se trouve dans votre génome. Votre génome, c'est une molécule. En fait, c'est coupé en plusieurs morceaux qui font les chromosomes, mais si vous les mettez bout à bout, ça fait une molécule qui est écrite par 4 petites briques qu'on appelle les nucléotides. Il y en a 4, et c'est une espèce de collier de perles qui est fabriqué à partir de ces 4 perles. Et la façon dont les couleurs des perles se succèdent, c'est ça le texte. C'est ce qui définit l'information dans votre génome. Eh bien, c'est l'équivalent d'un livre, avec un alphabet de 4 lettres uniquement, mais c'est un livre. Et ce livre contient 3 milliards de caractères. Voilà, votre génome, c'est 3 milliards de caractères, c'est un texte de 3 milliards de caractères dans un alphabet de 4 nucléotides. Et en termes d'information, on calcule que c'est l'équivalent de l'Encyclopædia Britannica. Vous voyez, la comparaison texte, être vivant, le génome humain, l'Encyclopædia Britannica, en termes d'information, c'est identique.
Alors maintenant, je vais vous parler d'une caractéristique très importante de ce Lego. C'est que vous preniez le premier Lego, les particules, le deuxième, les atomes, le troisième, les molécules, le quatrième, les macromolécules. Quel que soit le Lego que vous prenez, ce ne sont pas des Legos inertes, ce sont des Legos que je qualifierais entre guillemets de aimantés. Et c'est cette aimantation qui fait que les pièces de Lego se collent spontanément. C'est cette aimantation qui permet à l'univers de s'auto-assembler. Alors, pour expliquer cela, je vais prendre une analogie très simple. Lorsque mon dernier petit-fils avait 2 ans et demi, mon épouse me dit on va lui offrir pour son anniversaire un Lego. Et je lui dis, tu sais, il a pas 3 ans, un Lego, ça me paraît un peu compliqué pour un enfant de 3 ans. Il va pas avoir l'idée d'assembler les pièces, il va peut-être pas avoir l'habileté pour le faire, il va peut pas avoir la synthèse dans son esprit pour créer des objets. Mais lorsque nous sommes allés chez le marchand de jouets, la vendeuse nous a dit, j'ai peut-être un Lego qui irait bien pour cet âge. Et elle nous a apporté une petite caisse dans laquelle il y avait des pièces qui avaient à peu près cette taille-là, vous voyez, des petits bâtons. Et ces bâtons en plastique étaient aimantés, c'est-à-dire qu'il y avait un aimant d'un côté, pôle sud, et un aimant de l'autre côté, pôle nord. C'était donc des aimants en plastique, si vous voulez, avec un petit peu de métal au bout. Alors quel était l'intérêt de ce Lego aimanté? C'est que finalement, sans être très doué, si simplement vous secouez la caisse, vous voyez apparaître des formes, parce que ces Legos tendent à se lier. Alors en secouant la caisse, vous voyez un triangle se former avec 3 Legos, et puis vous voyez tout d'un coup un autre Lego qui s'ajoute, ça fait une espèce de tétraède, et puis un autre qui s'ajoute, ça fait une espèce de cube, etc. Donc ça veut dire que c'était finalement très facile de les assembler. À la limite, simplement en secouant la caisse, on arrivait à former déjà des formes. Eh bien, ça a beaucoup plu à notre petit-fils parce que il était ravi en touchant ces Legos, il arrivait à faire quelque chose avec, parce qu'il y avait une part due à ses gestes à lui, et puis il y avait une part due au hasard, ce qu'on appelle l'auto-assemblage. Nous reviendrons la fois prochaine sur l'auto-assemblage dans l'être vivant, parce que vous verrez que toutes ces macromolécules, comme les protéines, elles s'auto-assemblent. Et quand je disais secouer la caisse, dans l'être vivant, qu'est-ce qui secoue la caisse? Eh bien, c'est l'agitation thermique. Votre corps est chaud, partout les molécules bougent, vibrent, changent, elles sont secouées en permanence par l'agitation thermique. Et c'est ça qui favorise l'auto-assemblage. Nous verrons cela la prochaine fois. Eh bien, dans l'univers, il y a 2 actions qui se produisent. Il y a le hasard d'un côté, qui brasse toujours tout, qui remet toujours tout en question, et puis il y a des contraintes. C'est-à-dire que le hasard est contraint. Je vous avais déjà donné cette notion de hasard contraint. Je dis l'univers se fait par le hasard, mais ne se fait pas par n'importe quel hasard, sinon ça serait le chaos. Là, on retomberait dans l'univers inintelligible, chaotique. Le hasard est contraint, et ce sont ces contraintes qui sont essentielles. Je vous l'avais dit déjà, je considère que ce qui est le plus déterminant pour comprendre l'univers, ce sont les contraintes. Parmi ces contraintes, il y a les lois physiques, mais il y a aussi toutes les contraintes de l'environnement autour. Et ce sont les deux qui ont une vertu causale, c'est-à-dire qui déterminent les choses. Alors pour bien reprendre et analyser les 4 Legos, je vais utiliser une métaphore qui provient là aussi d'un jeu qui plaît aux enfants petits, c'est le jeu des petits chevaux. Au jeu des petits chevaux, les choses se font essentiellement par le hasard. C'est pour ça que ça plaît aux petits enfants. Il n'y a pas vraiment de stratégie. On suit le mouvement, on lance les dés et puis on voit les chevaux avancer. Il faut appliquer les règles et faire avancer les chevaux avec les dés. Eh bien, si vous observez ce qui se passe dans un jeu des petits chevaux, vous avez 3 éléments à prendre en compte. Vous avez d'abord une règle du jeu. Ça, c'est une contrainte. Premier type de contrainte.
Vous avez une deuxième contrainte qui est le terrain. Les petits chevaux restent sur ce terrain, on n'a pas le droit de les sortir du terrain, ils doivent suivre des chemins. Vous avez le terrain et puis vous avez finalement le hasard. Et c'est la combinaison des règles du jeu, des contraintes du terrain et du hasard qui fait une partie de petits chevaux et qui fait le plaisir des enfants. Eh bien, nous allons analyser les 4 Legos dont j'ai parlé en suivant cette logique, c'est-à-dire que nous allons à chaque fois voir quelles sont les règles du jeu, et les règles du jeu, ce sont les lois de la physique, et nous allons voir en même temps quelles sont les contraintes du contexte. Et les contraintes du contexte, c'est le terrain de jeu. Nous parlerons donc des règles du jeu, c'est l'aimantation en fait, dont je parlais tout à l'heure, et du contexte, c'est-à-dire les contraintes qui s'imposent. En fait, ce qui fait que notre monde est intelligible, c'est que, je vous le disais, le hasard est contraint. Et quand on réfléchit, les règles de la physique imposent des contraintes extrêmement sévères. Si je prends cet objet et je le lâche, il tombe et il tombe dans une direction bien précise et il va arriver au sol avec une vitesse bien précise que Galilée avait calculée. Donc, vous voyez que les possibilités que cet objet a de se déplacer sont très contraintes. Si je le lâche, il va suivre un mouvement très précis. Donc ça, c'est une première contrainte. Puis la deuxième, c'est les contraintes du contexte. Quand cet objet va tomber, il va rencontrer le sol, qui est une autre contrainte. Alors vous voyez que entre les contraintes règles du jeu, les lois de la physique, et les contraintes terrain, le sol, les possibilités de développement des objets ou de déplacement ou d'évolution sont très très restreintes. Et c'est cela qui permet de ne pas avoir un monde chaotique. C'est cela qui permet au monde d'être finalement relativement simple, d'être intelligible et de pouvoir être décrypté. Voilà. Alors nous allons maintenant reprendre ces idées en partant du premier Lego, puis le deuxième, le troisième, le quatrième. Premier Lego. Premier Lego, je vous disais, c'est une douzaine de particules. Il y en a 61 dans le modèle standard, mais autour de vous, il n'y en a qu'une douzaine. Où sont les autres? En fait, les autres, elles correspondent à des niveaux d'énergie plus élevés. Je vous disais que la Terre est chaude. Oui, mais elle est quand même très peu chaude. Disons qu'elle est tiède. C'est parce que si vous regardez dans l'espace, vous allez trouver des températures beaucoup plus élevées. Sur la surface du Soleil, 5000, 6000 degrés. Si vous regardez plus loin, vous pouvez trouver des nuages de centaines de millions de degrés, voire même milliards de degrés. Et donc finalement, sur Terre, avec une température moyenne de la Terre qui est de 15 degrés, eh bien, on est vraiment tiède, quoi. C'est pas très chaud. Et à cette température de 15 degrés, il n'y a que une douzaine de particules qui existent. Les autres, on les trouve dans les fortes énergies, on les trouve dans les accélérateurs de particules, bien sûr. Elles font la joie des physiciens, mais on ne les trouve pas autour de nous. Autour de nous, c'est une douzaine. Quarks, électrons, photons, etc. Alors, ce premier Lego, c'est un Lego aimanté, comme la caisse de Lego de mon petit-fils. Alors, quelles sont les règles? Quelle est cette aimantation? Dans le cas des particules, l'aimantation, ou si vous voulez, les lois de la physique qui jouent, c'est ce qu'on appelle la théorie quantique des champs. Théorie quantique des champs, lorsque j'étais à l'école polytechnique, le professeur Laurent Schwartz, lui, s'amusait à écrire théorie quantique avec un C, comme les cantiques religieux, des chants, C-H-A-N-T-S, bien sûr. Lui, il voyait de la musique dans cette théorie quantique des champs. Et elle inclut 3 forces, cette théorie quantique, je vous en ai souvent parlé, la force électromagnétique, l'électricité, le magnétisme, et 2 forces nucléaires auxquelles vous n'êtes pas confrontés, parce que les seuls endroits où on trouve ces forces nucléaires, les seuls endroits où elles jouent dans le quotidien, c'est dans les centrales nucléaires et c'est dans les bombes atomiques. Heureusement, on ne les expérimente pas au quotidien. Mais en dehors de cela, vous ne les voyez pas. Alors, dans la théorie quantique des champs, par contre, elle joue et il y a donc 3 forces. Alors, il y en a une qui est oubliée, c'est la gravité. Effectivement, la gravité ne joue pas parce que, à l'échelle des particules, la gravité est très très faible et on peut la négliger.
Il y a donc trois forces qui aimantent, si vous voulez, le Lego des particules. Et le terrain maintenant, le terrain dans lequel elles évoluent, je vais remonter dans le temps et je vais dire au moment du Big Bang, le Big Bang a fabriqué une soupe de particules et cette soupe de particules, eh bien, elle est soumise aux lois de la théorie quantique des champs. Et que lui arrive-t-il? L'univers est en expansion, vous le savez, et donc il refroidit. Et à un certain stade de refroidissement, apparaît un gaz qui est constitué en fait d'hélium et d'hydrogène, hydrogène en premier, hélium en second, trois quarts, disons, d'hydrogène, un quart d'hélium. Et là, les particules, normalement, elles devraient continuer à former des éléments, mais ça s'arrête. C'est un peu comme si vous faites une recette, vous mettez la pintade au four, et puis quelqu'un vient au bout de 5 minutes, arrête le four. La pintade ne sera pas cuite, la recette ne sera pas faite, et vous resterez avec vos ingrédients. Eh bien, c'est ce qui s'est passé avec l'expansion de l'univers. L'univers s'est refroidi très vite, trop vite, pour que les particules s'assemblent en atomes en dehors des deux plus simples et plus légers. C'est l'hydrogène où il y a un seul électron et c'est l'hélium où il y en a deux. Donc ce sont les deux éléments les plus légers et ils se sont constitués, mais le jeu s'est arrêté là. La combinatoire des particules n'a rien donné d'autre au moment du Big Bang. Alors heureusement, le jeu a repris plus tard. Une centaine de millions d'années plus tard, sont apparues les premières étoiles. Et là, la matière qui était en expansion et en refroidissement, lorsque les étoiles se sont formées, elle a commencé à s'effondrer dans les étoiles. C'est donc un Big Bang à l'envers. Et ce Big Bang à l'envers, à chaque endroit du cosmos, a donné des étoiles et a donné une température qui a grandi et qui est arrivée à des millions de degrés. Et là, dans les étoiles, dans le cœur des étoiles, est né un contexte par un jeu de contraintes, contraintes entre la gravité et l'explosion nucléaire. Ces contraintes ont permis la formation des étoiles et dans ce contexte, ont commencé à se fabriquer les autres éléments. Les autres éléments, c'est le carbone, l'oxygène, etc., jusqu'au fer. Et ces atomes se sont fabriqués dans les étoiles. Alors ça s'arrête au fer, mais vous me direz, après le fer, il y a des éléments plus lourds, l'or, l'argent, le plomb, l'uranium. Eh bien, ces éléments plus lourds se sont formés aussi à partir des étoiles, mais pas dans leur cœur. Ils se sont formés lorsqu'elles ont explosé. C'est ce qu'on appelle les supernovas. Et la supernova, c'est un cataclysme extrêmement puissant et cette puissance, cette énergie qui se déploie presque instantanément dans la supernova, c'est elle qui a permis la fabrication des éléments plus lourds que le fer. Donc l'or, le plomb, etc. Mais que ce soit la vie de l'étoile ou que ce soit sa mort, on peut dire que ce sont les étoiles qui fabriquent tous les autres éléments au-delà de l'hydrogène et de l'hélium. Voilà, donc le Big Bang a joué petit bras, mais ensuite l'apparition des étoiles a créé un contexte favorable pour que les particules se regroupent et constituent le second Lego. Parce qu'en se regroupant en éléments, elles constituent le second Lego. Elles constituent ce qu'on apprend à l'école comme la table de Mendeleïev, la table des éléments. Il y a 92 éléments stables et c'est le second Lego. Alors, passons à ce second Lego. 92 atomes. La matière est faite de ces atomes. C'est quelque chose que l'on sait depuis un peu plus d'un siècle. Avant, on se posait la question. Vous savez, la question remonte aux Grecs. C'est Démocrite qui était le premier atomiste, celui qui disait la matière est faite de grains, mais il n'avait pas le moyen de le prouver. Et le débat a duré pendant fort longtemps. Curieusement, là, on retrouve Einstein. Einstein a délivré en 1906 la première
non pas preuve, je dirais, mais indication sur le fait que la matière est faite de grains. Et en fait, c'était une théorie qu'il avait sortie en 1906 sur le mouvement brownien. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais cette expérience donnait déjà l'idée que la matière était faite de grains. Et en fait, celui qui a vraiment démontré que c'était le cas, c'est Jean Perrin en 1926, le physicien Jean Perrin. 1926, c'est une année importante aussi. Déjà 1906, très importante, parce que je vous dis que Einstein a sorti son étude du mouvement brownien. La même année, il a sorti la relativité restreinte et son étude sur l'effet photoélectrique, avec cette idée dont je vous parlais, que le photon est à la fois une onde et un corpuscule. Et je reviens à l'année 1926, très importante aussi. Grâce à Jean Perrin, on sait que la matière est faite d'atomes, mais c'est aussi l'année où Heisenberg a sorti sa théorie de la mécanique quantique qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Voilà, alors sur Terre, eh bien, nous avons des atomes stables, il y en a 92. Je dis stables, il n'y a que deux endroits où ils ne sont pas stables, c'est dans les centrales nucléaires et dans les bombages. Mais pour le reste, si vous oubliez les phénomènes nucléaires, le reste, eh bien, c'est un Lego qui est stable et c'est un Lego qui fait toute la matière autour de nous. Alors je vous disais que les quatre Legos sont aimantés. Quelle est l'aimantation de ces atomes? L'aimantation, c'est la force électromagnétique. C'est la force électromagnétique qui va permettre à ces atomes de s'assembler entre eux, le Lego aimanté, et en fait, ils vont fabriquer quoi? Des molécules. Et donc, le jeu de ces atomes est un jeu électromagnétique et la chimie, qui explique toutes ces molécules, elle se fait essentiellement par des échanges d'électrons. Donc, la règle du jeu, je dirais, si on reprend l'image des petits chevaux, la règle du jeu entre les atomes, elle est régie par la force électromagnétique et elle fait ce qu'on appelle la chimie. Et le terrain de jeu? Le terrain de jeu, c'est l'univers entier. Et à ce titre, je dirais que 99% de l'univers, aujourd'hui, est toujours fait de hydrogène et d'hélium. C'est-à-dire que 99% de l'univers n'est pas sujet à la chimie. Il est inerte. Il est né inerte. Alors, où se produisent ces phénomènes de chimie, c'est-à-dire où le Lego des 92 atomes va commencer à jouer et à fabriquer des molécules, eh bien, il n'y a guère que deux endroits dans l'univers. Il y a des nuages cosmiques, et dans ces nuages cosmiques, il y a des poussières. Ces poussières forment des astéroïdes. Et là, eh bien, quand on observe les nuages cosmiques ou quand on observe l'astéroïde qui est tombé sur Terre, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve déjà une chimie élémentaire qui se produit et qui mène à peu près à 200 espèces de molécules. Voilà ce que nous voyons dans nos télescopes. Je vous rappelle que les télescopes permettent de savoir de quelle matière est fait un objet. Quand on voit une étoile, on sait comment elle est composée. Quand on voit une planète, une exoplanète, on sait si il y a de la vapeur d'eau, du méthane, etc. Eh bien, lorsqu'on utilise nos télescopes, on observe une variété chimique d'à peu près 200 espèces de molécules. C'est le troisième Lego. C'est comme ceci que les atomes se combinent. Et puis alors, il y a les planètes. Et les planètes, maintenant, on commence à en connaître pas loin de 6000 dans l'espace. Eh bien, on s'aperçoit que dans les planètes, ça va pouvoir aller plus loin que les 200 espèces en question. Mais ça dépend de la planète. Si vous prenez Mars, par exemple, eh bien, on doit être à la surface de Mars peut-être à quelques centaines de molécules, voire plus. Sur Terre, on va voir que c'est une planète particulièrement fertile, et on va voir qu'elle va plus loin. Sur Terre, on compte, avant la vie, à peu près 2000 molécules minérales. Et on arrive donc au Lego suivant, qui est le Lego des molécules minérales.
qui, sur Terre, représente déjà 2000 pièces. Alors, vous vous rendez compte, là, quand mon petit-fils aura bien grandi, quand il arrivera à 7-8 ans, eh bien, je lui offrirai des Lego déjà beaucoup plus compliqués pour faire des navettes spatiales, pour faire des avions, pour faire des voitures, des camions, etc. Et là, on arrivera à des Lego, si on regarde tout ce qu'il y a dans un magasin de jouets, on s'apercevra qu'il y a une variété qui doit probablement arriver dans les 2000. C'est le troisième Lego, le Lego des molécules. La molécule que vous voyez représentée ici, c'est une molécule d'alcool, tout simplement. Vous avez un carbone noir, vous avez un oxygène qui est là, et tout le reste, c'est complété par de l'hydrogène. Voilà ce qu'est l'alcool, l'alcool éthylique. C'est le troisième Lego, et ce Lego, bien, comme les autres, il est aimanté. C'est-à-dire que si je prends cette molécule d'alcool et je la rapproche d'autres molécules d'alcool ou d'autres molécules d'eau, il y a des forces entre elles. Et ces forces, elles sont toujours électromagnétiques, mais elles sont plus faibles. Ce sont des forces qui sont beaucoup plus délicates, qui sont plus faibles. Elles portent des noms tels que liaison hydrogène, liaison de Van der Waals, etc. Et ce sont ces forces qui sont nettement plus subtiles qui unissent les molécules entre elles. Donc, par exemple, pourquoi l'eau est liquide entre 0 et 100 degrés? C'est parce que entre molécules d'eau, si je mets beaucoup de molécules d'eau entre elles, il y a des liaisons hydrogène. On appelle la liaison hydrogène, ça tient au fait que la molécule d'eau présente un côté un peu plus positif, un côté plus négatif, et ces petites charges positives, négatives se collent et s'assemblent, et on est tout à fait dans le Lego que j'avais offert à mon petit-fils. Ces molécules présentent une certaine aimantation, il y a un côté plus positif, l'autre plus négatif, et ça se colle entre elles et ça fait un liquide. Mais comme ces forces sont relativement ténues, si je chauffe le liquide, elles se brisent et les molécules d'eau suivent leur destin toutes seules comme un gaz. Voilà ce que sont les molécules du troisième Lego, les molécules minérales. Ce sont des assemblages, comme cette molécule d'alcool, et ces molécules, elles se collent l'une l'autre selon des forces plus faibles, et ça crée une nouvelle variété dans tous les corps que vous voyez autour de vous. Alors maintenant, la règle du jeu, je l'ai dit, ce sont ces forces faibles, mais il y a le terrain de jeu, et le terrain de jeu, c'est la Terre, qui est un terrain de jeu assez particulier, qui permet toute la variété des corps qui nous entourent. Je vous disais à propos du Lego aimanté qu'en secouant la caisse, en brassant les molécules, on fabriquait une combinatoire. Eh bien, c'est ce qui se passe sur Terre. Sur Terre, vous avez essentiellement deux phénomènes qui brassent les molécules et qui favorisent l'éclosion de nouveaux corps, de nouvelles matières, etc. Vous avez le premier qui est le cycle de l'eau. Vous savez que l'eau s'évapore des océans, ensuite l'eau tombe sous forme de précipitation, elle tombe en altitude, ça crée des rivières, et ces rivières lavent tout ce qui est sur leur passage, elles brassent tous les minéraux, elles dissolvent, et tout ceci descend dans les rivières pour aller retourner dans l'eau. Vous avez donc un cycle complet, et quand on parle de ce cycle, on parle de l'eau, on dit l'eau part et puis elle revient, mais il faut penser aux minéraux. Tous les minéraux que l'eau a arrachés, que l'eau ramène dans l'océan et qui vont sédimenter, et tout ce qu'elle a dissous. Elle a dissous beaucoup de carbonates, par exemple, qui vont descendre dans la mer. Dans la mer, tous ces nutriments vont permettre à des petites bêtes de se former, et beaucoup de ces petites bêtes, qu'on appelle des protistes, qui sont unicellulaires, ces petites bêtes, elles se fabriquent des coques, elles se fabriquent des squelettes, et tout ça, elles le fabriquent avec les carbonates qui sont dissous, et ces carbonates descendent au fond de l'eau, et ça fabrique les sédiments. Donc vous voyez, la roche a donné tous ces carbonates, tout ça est parti dans l'eau, et tout ceci reconstitue des roches. Donc c'est le cycle de l'eau. Et vous avez un autre cycle qui est extrêmement important pour comprendre l'origine de la vie.
Je prépare un 3e livre qui est sur l'origine de la vie, et je puis vous dire que la tectonique des plaques joue un rôle très important. On pense aujourd'hui qu'une planète qui n'a pas de tectonique des plaques n'est peut-être pas fertile pour donner la vie. Alors qu'est-ce que la tectonique des plaques? D'abord, vous savez que la Terre est liquide. En fait, il y a juste une toute petite couche très fine qui est solide, un peu comme un œuf. L'intérieur de l'œuf est liquide et vous avez une toute petite couche solide qui fait que l'œuf est solide. Bon, eh bien, pour la Terre, c'est la même chose. La couche dure, la croûte terrestre, est très fine par rapport à l'ensemble de la Terre qui est essentiellement liquide. Alors, qu'est-ce que la tectonique des plaques? Eh bien, c'est le fait que la croûte terrestre, qui flotte sur un liquide, eh bien, cette croûte terrestre, elle bouge, et elle bouge par plaques. Vous avez donc des morceaux de cette croûte qui bougent, qui avancent vers d'autres, qui entrent en collision. Par exemple, la montagne d'Himalaya naît de la collision d'une plaque qui est la Chine avec une autre plaque qui est l'Inde. Et tout ceci, eh bien, en entrant en collision, ça soulève des roches. Mais vous avez à ce jeu-là des roches qui s'enfouissent aussi. Et c'est très important parce que ces roches, elles se renouvellent en permanence. Et c'est ce qui fait que la croûte terrestre est pleine d'énergie. C'est-à-dire qu'il y a en permanence des matières qui sont apportées d'une façon nouvelle et qui peuvent réagir avec les anciennes. Et ceci crée ce qu'on appelle un potentiel chimique, c'est-à-dire une énergie chimique. Et on pense aujourd'hui que la vie ne serait pas apparue s'il n'y avait pas cette énergie chimique qui naît du renouvellement permanent des roches. Je vous dis quelque chose que vous ne saviez peut-être pas, mais c'est que toutes les roches que vous voyez aujourd'hui autour de vous, quand vous vous promenez, eh bien ces roches, elles se sont enfouies plusieurs fois sous terre, 4, 5 fois, de sorte qu'aujourd'hui, sur Terre, il existe très très peu d'endroits où on trouve des roches de l'origine de la Terre. Eh bien, il y a très peu d'endroits sur Terre où les roches originales sont restées. On n'en connaît que 4. Il y a Pilbara, il y a Isua au Groenland, il y a un endroit au Canada et un autre en Afrique du Sud. Ce sont les 4 seuls endroits du globe où on trouve aujourd'hui des roches qui ne se sont pas recyclées. Vous voyez donc que la tectonique des plaques a un rôle très important pour recycler les roches et pour créer donc cette énergie chimique essentielle à la vie. Eh bien, nous allons parler maintenant de la vie parce que là, nous en sommes à un Lego qui est le Lego des molécules minérales. Il y en a à peu près 2000. Mais ce Lego va se complexifier avec la vie. Et là, il y a un élément qui va jouer un rôle extrêmement important, c'est le carbone. Pourquoi le carbone est-il si important? Vous en avez 2 exemples sur le dessin, là, 2 carbones. Et quand vous regardez ces carbones, vous constatez qu'ils ont 4 liaisons. Ici, par exemple, ce carbone a une liaison avec le carbone à côté, une liaison avec l'oxygène, 2 liaisons avec l'hydrogène. Et vous comprenez donc que le carbone, grâce à ces 4 liaisons, offre une possibilité d'assemblage avec d'autres atomes qui est très très riche. Et c'est pour cela que la chimie de la vie, c'est ce qu'on appelle la chimie organique, elle est fondée sur le carbone. On se pose une question, on se dit est-ce que d'autres éléments pourraient former la vie, c'est-à-dire une grande richesse chimique? Et autant qu'on puisse le juger, la réponse est non. Par exemple, le premier candidat qu'on avait, c'est le silicium, parce que le silicium présente aussi 4 possibilités. Seulement, le silicium, il a tendance à se solidifier avec l'oxygène, Si, silicium, O2, 2 oxygènes, un silicium, 2 oxygènes, ça fait du sable. Voilà. Le problème, c'est que le silicium pourrait potentiellement être à l'origine d'une chimie complexe, seulement sa liaison avec l'oxygène est tellement forte que ça fait du sable, finalement, des silicates. Voilà. Et la croûte terrestre est pleine de silicates inertes.
Revenons donc à ce carbone. Le carbone est à l'origine d'un Lego qui est le dernier Lego dont on va parler, le quatrième Lego qui est le Lego des molécules du vivant, et c'est ce qu'on appelle la chimie organique. Alors, je vais parler un peu de cette chimie organique pour vous dire qu'il y a une cinquantaine d'années, entre 50 et 70 ans, on a assisté un peu à une révolution dans notre façon de penser à ce sujet-là, qui est la suivante. On pensait que les molécules carbonées, donc les molécules organiques, étaient fabriquées par les êtres vivants. Eh bien, on a découvert en 1953 que beaucoup de molécules dites organiques se fabriquaient toutes seules, en fait. Elles n'avaient pas besoin d'un être vivant pour se fabriquer. Et la découverte de cela remonte essentiellement à 1953, une expérience qui a marqué l'histoire des sciences, qui s'appelle l'expérience de Stanley Miller. Stanley Miller était étudiant, il avait pour maître de thèse un certain Urey qui s'intéressait à l'origine de la vie, et Urey lui avait suggéré dans son labo de mener une expérience pour voir si un dispositif simple pouvait fabriquer spontanément des molécules organiques. À l'époque, on pensait que non. On disait par exemple un acide aminé, qui est une brique fondamentale du vivant, puisque les protéines sont faites d'acides aminés. Un acide aminé, un lipide par exemple, et ces formes-là, on pensait qu'elles ne pouvaient pas se faire toutes seules. Et voilà ce qu'a conçu Stanley Miller en 1953, une expérience qui est assez simple, un ballon de verre dans lequel on met ce qu'on pensait à l'époque être l'atmosphère de la Terre à ses origines. On pensait que l'atmosphère était faite de CO2, gaz carbonique, H2O, l'eau, CH4, le méthane, NH3, l'ammoniac, et H2, l'hydrogène. On a donc mis ces gaz dans la bulle de verre et on s'est dit, il faut une source d'énergie. Et que peut être cette source d'énergie? On sait qu'au tout début de la Terre, il y avait de très gros orages. La Lune était beaucoup plus proche de la Terre et donc il y avait des effets de marée extrêmement importants. Il y avait donc de très gros mouvements d'eau, de mouvements d'air, changement de température, et tout ceci fabriquait beaucoup d'orages, et les orages fabriquaient des éclairs. Et donc l'idée naturelle a été de dire, pour simuler les conditions prébiotiques, on va faire des éclairs dans cette enceinte de verre. Et puis, pour que tout ceci soit brassé, un petit peu comme le cycle de l'eau dont je vous parlais tout à l'heure, on va faire circuler ces gaz et les liquides qui peuvent se fabriquer, et on a mis un autre ballon chauffé de façon à ce que le gaz puisse circuler. Et évidemment, dans ce liquide pouvaient aussi se dissoudre les gaz en question. Stanley Miller a fait fonctionner ce dispositif une semaine. Et il a vu progressivement dans le ballon du bas se former un liquide boueux, marron, un peu épais comme un goudron. Et on a attendu donc une semaine, et au bout d'une semaine, il a pris ce liquide et il l'a analysé. Et là, aux surprises, il a trouvé des acides aminés. Vous savez que la vie repose beaucoup sur les protéines, et je vous l'ai déjà dit souvent, les protéines sont faites de 20 sortes d'acides aminés. Ce sont des colliers de perles qui sont faits de perles de 20 couleurs. Il y a donc 20 sortes d'acides aminés. Eh bien, dans l'expérience de Miller, on ne les a pas trouvées toutes, mais on a quand même trouvé 7 acides aminés. Voilà, donc c'était très important parce que ça montrait que la distinction qu'on faisait avant entre chimie minérale, par exemple H2O, CO2, etc., et chimie organique, par exemple l'alcool dont je parlais tout à l'heure, les acides aminés, eh bien cette distinction qu'on faisait avant, elle était floue. Lors de mes études, j'avais un cours de chimie minérale, et on ne parlait pas des acides aminés dans ce cours-là,
Et j'avais un cours de chimie organique où là, on parlait des acides aminés. Eh bien non, en fait, cette distinction est purement théorique, elle était née de l'esprit humain. Dans la nature, il n'y a pas cette distinction, on passe en continu de la chimie minérale à la chimie organique, on passe en continu et de façon naturelle. Alors évidemment, on ne va pas fabriquer à l'intérieur de ce dispositif de Stanley-Miller, on ne va pas fabriquer une molécule complexe d'ADN. On ne va pas fabriquer une protéine. Non, parce que la complexité s'arrête à un certain stade. Mais vous voyez, ce stade, il est plus loin que la limite qu'on se fixait avant entre la chimie carbonée organique et la chimie minérale. Pour terminer avec l'expérience, je ferai 2 commentaires. D'abord, c'est que la liste des ingrédients qu'on a mis là, et aujourd'hui on la considère comme fausse, c'est-à-dire qu'on considère que l'atmosphère primitive avait plutôt une grande quantité de CO2 et d'hydrogène et moins de méthane. Néanmoins, on a réitéré l'expérience de Miller avec une liste plus réaliste des composants prébiotiques, et puis on a trouvé à peu près la même chose. Donc Stanley Miller avait bien mis en évidence quelque chose d'important. Il n'y a pas de distinction claire entre chimie minérale et chimie organique. L'autre commentaire que je donnerais sur cette expérience, c'est que certains ont dit « bon sang, mais c'est bien sûr, voilà la preuve que la vie est née de la chimie minérale ». Alors, je dis tout de suite, c'est pas du tout une preuve, il y a bien d'autres considérations à prendre en compte pour arriver à l'origine de la vie, mais simplement, c'est une des indications, voilà. Il ne faut pas y voir plus que cela. Alors ensuite, cette idée qu'il n'y a pas de frontière entre chimie minérale et chimie organique, elle s'est retrouvée dès qu'on a commencé à observer le cosmos avec des instruments plus précis, et on sait maintenant qu'il y a des acides aminés un peu partout dans le cosmos. Un exemple qui est très simple, c'est la météorite de Murchison, dans laquelle on a trouvé 70 espèces d'acides aminés. Je vous rappelle que la vie en utilise 20. Dans cette météorite, on en a trouvé 70, ce qui prouve la fertilité chimique du cosmos. Alors maintenant, pour arriver à ce 4e Lego de la vie, il faut expliquer ce qu'est un polymère. C'est le fait que des molécules, comme précisément les acides aminés, sont capables de se mettre bout à bout et de former un collier. Un collier très simple se trouve dans le réservoir de votre voiture. Votre voiture consomme de l'essence, peut-être si elle n'est pas électrique. Et l'essence, ce sont des hydrocarbures. Et qu'est-ce qu'un hydrocarbure? Ce sont des carbones bout à bout, complétés par des molécules d'hydrogène. Hydrocarbures, carbone, hydrogène. Ça forme une chaîne, et elle peut aller à l'infini, cette chaîne. Bon, celles qu'il y a dans votre voiture, elles proviennent des gisements sous terre qui ont été ensuite raffinés dans des raffineries. Et si vous preniez un microscope très très précis et que vous regardiez l'essence qui est dans votre voiture, vous trouveriez des chaînes qui vont de 4-5 éléments à une vingtaine à peu près. Voilà ce qu'il y a dans le réservoir de votre voiture. Ce sont des polymères. Mais ce sont des polymères assez peu intéressants, assez stériles, parce que les perles sont toutes les mêmes. Carbone, 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 carbone. C'est un collier de perles qui est fait avec une seule couleur de perles. Les protéines. Alors les protéines sont faites avec des maillons qui sont un petit peu plus compliqués. Ce sont des acides aminés, des molécules qui sont déjà faites de 15-20 atomes. Et ces acides aminés, je vous disais qu'il y en avait une vingtaine, se mettent bout à bout. Alors, je compare souvent la protéine à un train, pour ceux qui jouaient au train électrique quand ils étaient enfants. Vous avez des wagons qui s'accrochent. Les acides aminés sont un petit peu comme un wagon avec un crochet mâle d'un côté, un crochet femelle de l'autre, et hop, ils peuvent s'accrocher entre eux. Bon, quand j'étais petit, moi, je les accrochais à la main, mais dans la nature, la traction de ces molécules fait qu'ils s'accrochent spontanément dans certaines conditions. Si on parle de protéines, bien une protéine, c'est un train électrique qui est fabriqué avec une vingtaine de sortes de wagons. Là, j'ai mis 4 sortes de wagons, le wagon de passagers, le wagon pour des objets plats, le wagon citerne, le wagon à bétail, etc. Et il y en a une vingtaine.
Et selon la séquence dans laquelle ils s'assemblent, wagon passager, puis wagon citerne, puis un autre wagon de passager, selon la séquence, ça fait une protéine ou une autre protéine. Voilà. Et là, bien, dans le vivant, aujourd'hui, nous avons des trains qui peuvent être très longs, puisque je vous ai parlé d'une protéine particulière qui s'appelle l'hémoglobine. Eh bien, l'hémoglobine, ce sont 500 maillons. Donc vous voyez la complexité à laquelle on arrive. Et puis, un autre type de collier de perles, ce sont l'ARN et l'ADN. Et là, on ne parle plus d'acides aminés, on parle de nucléotides, mais ce sont des petites molécules qui ressemblent un peu aux acides aminés. Et c'est pareil, ces petites molécules, elles se mettent bout à bout, elles forment des colliers. Et je vous disais que le collier de perles, qui est votre génome, se compose de 3 milliards de perles. Voilà. C'est ça la complexité du vivant. Eh bien là, on comprend que à partir du moment où on voit se former ces chaînes d'hydrocarbures, ces chaînes d'acides aminés, ces chaînes de nucléotides dans le génome, eh bien là, c'est l'explosion combinatoire et c'est ça qui a permis l'éclosion de la vie. C'est une explosion combinatoire, c'est-à-dire que la combinaison de tous ces éléments du Lego devient infinie. Et là, il y a une véritable explosion et c'est ce qui a permis la vie. Voilà donc maintenant ce qu'est ce quatrième Lego, quatrième et dernier Lego, sauf si la société humaine ajoute de nouveaux niveaux de complexité plus tard, mais pour l'instant ça s'arrête là. C'est le Lego des macromolécules. Alors je vous donne l'exemple à gauche là sur le dessin de ce qu'est une protéine. La protéine, c'est donc un fil qui est constitué d'acides aminés, une chaîne, un collier de perles. Et je vous disais tout à l'heure que les molécules présentent des forces faibles, c'est-à-dire qu'il y a des endroits à leur surface qui sont plus positifs et d'autres plus négatifs. Et eh bien, une protéine n'échappe pas à cette règle. Ce filament qui est fabriqué possède un peu partout des petites charges positives, négatives, positives, négatives. Et à cause de ces charges, qu'on appelle charges résiduelles, la protéine se replie en pelote. Voilà. Une protéine ne peut pas rester sous forme d'un filament. Dès qu'elle est constituée, broup, elle se replie en pelote. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la pelote est toujours la même. La même protéine, la même séquence se replie toujours de la même façon. Heureusement, parce que c'est votre génome qui définit la séquence d'une protéine. Si cette séquence ensuite se repliait de façon diverse, alors là, la vie ne pourrait pas exister. Donc, ont été sélectionnées dans les êtres vivants les seules protéines capables de se replier de façon toujours identique. Il y a un contre-exemple. La maladie du prion, la vache folle, ça vous dit quelque chose? La maladie de Creutzfeldt-Jakob. C'est une protéine qui s'appelle le prion, qui possède deux conformations. Autrement dit, elle est capable de se replier de deux façons différentes. C'est la seule qu'on connaisse. Toutes les autres protéines se replient d'une seule façon. Et comme le prion se replie de deux façons, eh bien, il y a une façon qui est la bonne, celle qui se construit dans votre cerveau, et il y a une autre façon qui est toxique. Et le malheur chez les personnes qui sont atteintes de cette maladie, c'est qu'il y a un prion mal formé qui, dans le cerveau, a fait des petits, c'est-à-dire qu'il a été imité par d'autres protéines. Et donc le mal se propage, voilà. Mais si vous oubliez cette unique exception du prion, toutes les protéines du vivant se replient de la même façon. Et là, vous avez à gauche la protéine repliée en pelote. Et qu'est-ce que c'est que cette pelote? C'est une forme. Voilà à quoi servent les protéines. Une protéine, c'est une forme. Donc le génome détermine les protéines, la protéine se replie et la protéine fait une forme. Et c'est ce qui permet de passer de l'information génétique à la forme. C'est là-dessus qu'est fondé le vivant. Et une forme, ça peut servir à quoi? Eh bien, si vous entrez dans une usine, vous allez trouver des formes. Et vous allez trouver finalement deux sortes de formes. Imaginons que c'est une usine de roulements à billes. Eh bien, vous allez trouver une forme
qui est les roulements à billes, qui sont le produit de cette usine. Mais vous allez trouver d'autres formes qui sont les outils qui permettent de faire le roulement à billes. Vous avez donc des formes qui sont produites et des formes qui sont des outils qui servent à produire. Eh bien, c'est la même chose dans le corps. Vous avez des protéines qui sont des pièces constituantes de votre organisme. Je vous parlais tout à l'heure de l'hémoglobine, en voilà une. L'hémoglobine, c'est une pièce qui sert dans votre corps, elle sert à attraper l'oxygène. Votre muscle, ce sont des protéines. C'est donc la structure, on appelle ça des protéines structurelles, parce que vous les retrouvez dans ce qui constitue votre corps. Et puis il y a d'autres protéines qui sont des outils, comme cette clé à molette, et ce sont les enzymes. Les enzymes sont des protéines qui sont capables d'attraper les molécules et de les obliger à se combiner. Un peu comme l'ouvrier dans l'usine va prendre des billes et des roulements et va placer les billes dans le roulement. Et bien de la même façon, ces enzymes-là, elles sont capables d'assembler, de forcer l'assemblage de molécules. Voilà, donc là c'est toute la complexité du vivant. Alors pour qualifier ce dernier Lego, deux choses. La règle du jeu, quelle est-elle? Eh bien, ce sont toujours des forces. Et ce sont ces petites forces qui sont, vous voyez, indiquées comme des plus et des moins autour de la protéine. Ce sont ces petites forces résiduelles. C'est une chimie très délicate qui va fabriquer une combinatoire avec les protéines. Si votre corps est à 37 degrés, c'est pas tout à fait le hasard. C'est que 37 degrés est une température très propice aux assemblages des protéines. Autrement dit, à cette température-là, vous avez une combinatoire entre protéines qui est optimum. La sélection naturelle a optimisé votre corps avec l'homéothermie, c'est-à-dire le fait de stabiliser la température. Et à quelle température ça s'est stabilisé? À 37 degrés, parce que c'est un fonctionnement optimum. Alors ça, c'était la règle du jeu. Et maintenant, quel est le terrain de jeu? Le terrain de jeu, eh bien, c'est une planète dont je vous disais qu'elle était propice à cela, avec de l'eau liquide. Ce sont les endroits particuliers qui ont été propices à l'apparition de la vie. On pense surtout aux cheminées hydrothermales dans les océans. On pense que c'est là que la vie est apparue. Et puis finalement, toute cette chimie, elle se fait en nous, dans l'organisme, dans des conditions très organisées au sein de l'être vivant. Voilà le terrain de jeu où se fait cette chimie délicate des protéines. Bon, on sait bien que ça se dérègle facilement, hein, c'est pour ça qu'il y a des médecins. Nous voilà donc arrivés au quatrième Lego. Je vous rappelle, le premier c'était les particules, le deuxième c'est les atomes, le troisième c'était les molécules minérales, celles qui existaient avant la vie, et là nous sommes dans l'explosion combinatoire des macromolécules du vivant, qui sont le quatrième Lego. Derrière tout cela, il y a une vérité que je vous ai souvent présentée comme fondamentale, en même temps que mystérieuse, parce que je vous l'ai dit souvent, moi je suis non-croyant, donc je vois l'univers se fabriquer tout seul, mais on peut très bien dire aussi que toute cette évolution que je dépeins, elle va vers un but et elle a une origine divine. C'était ce que disait Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin est un des précurseurs dans cette idée d'auto-organisation. Il voit, comme moi, il voyait l'univers s'organiser progressivement depuis les particules jusqu'à l'homme, la pensée, etc. Et il est un des premiers à avoir décrit cela. Mais évidemment, lui, en tant que croyant, voyait cette évolution comme guidée par un projet. Libre à chacun d'y voir le fait du hasard ou bien le fait d'un être supérieur. Mais en tout cas, que l'on ait une vision religieuse ou athée de cette évolution, d'abord on ne peut être que surpris, on ne peut être qu'étonné. Et surtout, il y a quelque chose qui est frappant, même si dans la vie quotidienne on ne s'en rend pas compte, c'est l'équilibre entre l'unité et la variété. Si l'univers est devenu aussi complexe, c'est parce qu'il y a un équilibre entre de l'ordre et du chaos. L'ordre, c'est ce qui permet la stabilité. Un cristal, prenez un cristal de roche,
il peut exister indéfiniment. Seulement, le hasard, lui, apporte le chaos, si vous voulez. Le chaos apporte la variété. Et c'est cette dose de hasard et de chaos qui fait que tout n'est pas cristal. Et donc vous avez dans notre univers à la fois une unité qui fait qu'il y a des structures stables qui se maintiennent, et en même temps une dose de chaos qui vient perturber cela et qui permet la variété, qui permet le renouvellement, qui permet la sophistication et qui permet la complexité. L'exemple de la forêt qui est représenté ici l'illustre parfaitement. Je vous dis que c'est une caractéristique à laquelle vous, je suis sûr, vous n'y pensez pas. Vous n'y pensez pas naturellement. Parce que c'est tellement fréquent autour de vous que finalement c'est un petit peu comme le poisson qui est dans son bocal et qui n'imagine pas que l'eau c'est quelque chose de particulier. Pour lui, l'eau c'est ce dans quoi il baigne depuis sa naissance. Eh bien nous ne voyons pas, parce que nous baignons dans l'univers tous les jours, nous ne voyons pas cette caractéristique. Je reviens à la forêt. Vous êtes au loin et vous approchez de la forêt de Compiègne. Cette forêt vous paraît homogène. Vous voyez partout les mêmes arbres, des hêtres. Maintenant, vous entrez dans la forêt, et bien là, vous constatez qu'il n'y a pas deux arbres qui sont identiques, et vous constatez aussi que ces arbres abritent toute une faune, qu'au sol il y a toute une flore, etc., etc. Et donc, ce qui paraît de loin homogène, de près est varié. Et si vous reculez de nouveau, vous prenez un hélicoptère et vous montez en l'air, vous voyez de nouveau quelque chose d'homogène. Nous sommes toujours entre l'ordre et le chaos, le stable et l'instable, ce qui est ferme et déterminé, ce qui est hasard. Et en fait, c'est ce que disait Démocrite, tout résulte du hasard et de la nécessité. La nécessité, c'est les lois de la physique, c'est l'ordre, et le hasard, c'est le chaos. Bon, j'avais fait une conférence là-dessus, alors je ne vais pas m'étendre une deuxième fois. Mais vous voyez, si je reviens sur le début de la conférence, je vous disais que l'univers est, en tout cas à nos échelles, pas au niveau de la mécanique quantique, mais à nos échelles, l'univers est intelligible, forme clairement identifiable, qui se combine à l'infini par un jeu de force, mais qui en même temps provient des mêmes éléments de l'ego, donc il y a quelque chose de répétitif. C'est ça qui fait que l'univers est à la fois fertile et en même temps simple et intelligible. La fois prochaine, ou la fois suivante peut-être, nous parlerons de l'évolution darwinienne. Eh bien, nous retrouvons tout à fait cela dans l'évolution darwinienne. Je vous disais une fois que quand vous allez au marché, vous achetez des tomates. Si vous avez visité Pompéi, vous avez vu un marché qui date de 2000 ans, et on vendait déjà des tomates dans ce marché. Donc la tomate est un objet qui est stable et qui se maintient. Pourtant, quand vous allez au marché, vous allez acheter vos tomates chez un tel et pas chez tel autre, parce que vous savez que ces tomates-là ont plus de goût. Donc la tomate est quelque chose de stable, et pourtant la tomate est pleine de variations à l'infini. Et c'est ça qui fait l'évolution darwinienne, c'est qu'il y a la stabilité des espèces, et il y a la variété individuelle qui est sujette à sélection. Sélection artificielle chez un éleveur de moutons, c'est lui qui va sélectionner les moutons qui donnent le plus de laine. Sélection naturelle si on est dans la forêt de Compiègne. Voilà, eh bien nous sommes arrivés au bout avec cette conclusion et je vais en ajouter une autre parce que si je reviens sur la question métaphysique, tout ceci vient-il simplement du hasard ou tout ceci vient-il d'un projet, d'un créateur? Là, je suis incapable de vous répondre. Eh bien, je donnerai non pas une réponse à cela, mais une constatation qui fait que le problème de la métaphysique, à mon avis, dans tout ce que je décris, il remonte au Big Bang. Et la question, c'est pourquoi l'univers était-il fait comme ça au moment où il est né? Eh bien, je trouve que celui qui a le mieux résumé cela, c'est Hubert Reeves, qui disait « L'univers possède, depuis les temps les plus reculés, accessibles à notre exploration, et ça c'est le Big Bang, notre exploration elle remonte jusqu'au Big Bang et elle s'arrête au Big Bang. Depuis les temps les plus reculés, l'univers possède les propriétés requises à gravir les échelons de la complexité.
Voilà, nous avons vu aujourd'hui comment la complexité se faisait à partir de ces Legos. Nous avons vu qu'elle se faisait à partir de choses très simples. Et en même temps, on peut résumer ça en disant la magnifique recette de cuisine qui a donné naissance à la vie et à l'homme, elle était inscrite déjà dans les éléments au départ. C'est-à-dire que si je prends dans l'ordinateur qui est devant moi, si je prélève une molécule, cette molécule avec quelques atomes, elle est déjà porteuse, par les lois de la physique qui la constituent, elle est déjà porteuse de tout ce qui s'est passé après. Ça porte un nom, c'est l'immanence. Voilà. Mais moi, je crois à l'immanence, bien que n'étant pas croyant, parce que je dis toute la recette de cuisine est inscrite dans les éléments. Maintenant, libre à vous de dire d'où viennent ces éléments et pourquoi ils étaient ainsi faits et comment expliquer cela. Je n'ai pas l'explication. Voilà, la prochaine fois, nous reprendrons ce thème de l'auto-organisation et nous parlerons plus spécifiquement de l'auto-assemblage, c'est-à-dire nous reviendrons un peu sur cette idée de la caisse de Lego qu'on secoue et qui s'assemble toute seule. Voilà, et bien à vous retrouver pour la prochaine conférence. Cette vidéo est tirée de mon livre L'univers millefeuille. Je vous invite à consulter mon site sur lequel vous pouvez aussi me joindre sur www.mgm-ec.fr.